Pierre, bienvenue dans mon podcast. Je suis très heureuse de t'avoir dans mon émission aujourd'hui. Ça faisait longtemps en plus qu'on voulait faire cet épisode. Pour te présenter un peu, tu es un entrepreneur, coach, formateur. Tu as créé l'Académie de la haute performance. Tu es aussi auteur de 3 livres, dont un qu'on a ici aujourd'hui, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. Tu accompagnes pas mal d'athlètes de haut niveau, d'entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui ? Comment t'en es venu à t'intéresser à la performance, à accompagner des athlètes, des entrepreneurs ? Qu'est-ce qui a, dans ton parcours, amené à ce que tu fais aujourd'hui ? Ouais, merci Mariam déjà de m'inviter sur Avec ce podcast. plaisir. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. Le parcours, je sais pas si c'est ordinaire, mais j'étais en équipe de France, tout le temps numéro 2. Donc moi, c'était la savate boxe française. Et à chaque fois, mon rêve, c'était d'être en équipe de France. Mais j'y étais, mais tout le temps remplaçant. Ouais. Donc c'était dommage. Et à l'époque, j'avais commencé du coup par la sophrologie en équipe de France d'ailleurs, puis dans mon club, ensuite de l'hypnose, de la préparation mentale plutôt classique. Et je m'intéressais au développement personnel. Tout ça, ça m'apportait des pistes sur la façon de penser et tout. Mais le blocage de fond était tout le temps présent. Donc, et j'avais cette question qui trottait dans la tête, qui était horrible à l'époque, qui me prenait du poids. Ouais. C'était la question qui suis-je ? Ah ouais, ça c'est une question qu'on se pose tous, je pense, vraiment. Ouais, Ouais. et ça me prenait tellement d'espace mental. Et je me rappelle, à un moment, j'ai pris la décision de partir en mode, je vais résoudre ce problème. Et je suis parti 3 semaines en méditation vipassana, sans lire, sans écrire, sans parler. Ah mais ça, en plus on en avait parlé la dernière fois parce que du coup j'ai fait ton séminaire récemment, le séminaire Tilt d'ailleurs qui est incroyable les amis, allez foncez vous inscrire parce que j'ai adoré et on parlait de retraite Vipassana parce que ça a l'air vraiment hyper challengeant. Ouais. Donc pendant 3 semaines tu parles pas 3 semaines, ouais. Normalement les gens ils y vont souvent 10 jours et moi je sais pas, tous les centres étaient fermés en gros en Thaïlande et il y avait un temple qui accueillait, tu viens quand tu veux, tu repars quand tu veux, et eux ils disaient pour les débutants on conseille 3 semaines. Ok. Débutant en plus. Ouais. Incroyable. Moi j'ai ma cousine qui l'a fait récemment. Ok. Ouais. Elle fait 10 jours sûrement ou... Elle a fait, je crois, 10 jours et elle m'a dit que c'était l'expérience la plus difficile qu'elle a. Ouais, au début. Elle m'a dit, mais c'est une souffrance incroyable. C'est ce qu'elle m'a dit. Ah ouais, Mais, les 5 premiers jours, t'as mal aux hanches, t'as mal un peu Ouais. partout. Et puis après, ça passe, la routine se met en place. Et du coup, moi, au 14e jour, donc j'ai bien fait de rester plus de 10 jours, au 14e jour, j'ai ce moment en mode, wow, ok, il y a comme une illumination en mode, je comprends que je suis tout, tu vois, et qu'il y a vraiment il y a 2 parties en moi. Il y a une partie être et une partie humaine. Une partie qui est essence, une partie existence. Intéressant. Et la partie être, elle a tout. Et la partie humaine, à chaque fois, vivre donc, dans l'existence. Et exister, c'est être à l'extérieur. Donc, je sais qui je suis parce que je peux me différencier des autres. Ah ouais, c'est intéressant. Tu vois ? Donc je sais qui je suis parce que je me distingue de... Exactement. Donc je suis dans la division. Exactement. Ouais. Et du coup, je crée des jugements. Le jugement va diviser. Et du coup, je vais dire, il y a des gens qui sont arrogants. Et du coup, moi, je suis humble. Il y a C'est des ça, gens qui exactement. sont égoïste, donc moi ça veut dire que je suis altruiste, et comme ça je sais à peu près où j'en suis, je sais qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie de pas être, mais tout ça c'est une illusion, et parce que finalement on est tout. Donc j'avais le truc en mode ok, je comprends que je suis tout et tout, mais j'avais pas le truc pour quand même faire sauter la charge en fait, tu vois, j'étais quand même bloqué, et du coup j'ai continué de me former, et je suis tombé notamment sur le docteur John Demartini. On en a pas mal parlé en off. Oui, grave. Ouais. Et là, n'empêche, sur son séminaire The Breakthrough Experience à Londres, il se passe un truc, et là, je sens que je me libère. Et je suis, wow, mais attends, là. Et derrière, en fait, très rapidement, je monte ma boîte et tout. Et je me dis, mais là, le blocage que j'avais en tant qu'être humain ici, c'est exactement celui que j'avais en tant que sportif de haut niveau. Ah, c'est hyper intéressant. Tu Ouais. vois. Et là, je commence avec 1 sportif, 2 sportifs, 3, et je vois qu'on a des résultats juste de dingue, en fait, en très peu de temps. Ouais. Et on a, du coup, maintenant plusieurs champions du monde et tout qu'on a accompagnés. Et en fait, c'est là où est né le truc en mode, ok, comment est-ce que je peux faire pour que la séance que je fais avec quelqu'un soit réplicable, que ce soit moi ou un autre coach qui l'accompagne. Totalement, ouais. Tu vois, j'étais un peu inspiré de McDonald's à l'époque, en mode comment le mec il fait pour avoir les mêmes frites. Je me suis dit, est-ce qu'on peut le faire aussi sur le côté accompagnement prep mental? Et du coup, nous, avec les sportifs de haut niveau, les entrepreneurs, artistes et toute personne qui cherche de la performance, on voit qu'on a craqué le code, entre guillemets.
Et ce qui fait que derrière, donc on a déposé Dépolarisation, j'ai écrit le premier bouquin, un deuxième bouquin plus sur l'entrepreneuriat, le troisième bouquin sur préparation mentale gagnante, où là, pour moi, c'est le bouquin qui permet de boucler la boucle, parce que dedans, il y a mon préparateur mental des équipes de France de boxe depuis 25 ans. Ah, trop intéressant. Qui m'a eu en équipe de France, qui m'a vu évoluer sur les réseaux sociaux et qui s'est formé chez nous. Oui, il s'est formé chez vous. Il s'est formé chez nous et aujourd'hui, il fait de la dépolarisation en équipe de France de sa boxe française. Non, c'est incroyable. Tu vois, et du coup, tu te dis, ok, la boucle est bouclée. Dedans, il y a un psychologue aussi qui témoigne, 4 médaillés olympiques qu'on a accompagnés, l'ex-pâtissière de l'Élysée. Donc, tu vois, c'est voilà. Donc maintenant, le but, c'est continuer à accompagner encore plus de gens qui cherchent la performance. Même si l'ADN reste sportif, aujourd'hui, de plus en plus, on ouvre le champ aux gens plus développement personnel, comme le séminaire Tilt, par exemple. Ouais, totalement. Ça répond à ta question. Si, carrément. Je suis curieuse que tu nous dises qu'est-ce que tu as appris sur toi en faisant ce séminaire avec le Dr John de Martini et qui t'a permis derrière toi de te libérer de certains blocages. Ça a été quoi s'il y avait par exemple un déclic ou une libération que tu avais eue à ce moment-là? Moi, ce que j'ai compris, c'est que ce que je juge le plus chez les autres est très, très, très souvent le trait de caractère. Si je m'autorise à le développer, ça va tout changer. Exemple pour les sportifs. Sportifs de haut niveau, la personne, elle se dit humble. Du coup, elle va juger les gens de arrogants. Et donc, j'ai surtout pas envie d'être arrogant. Et très souvent, quand je demande à un sportif, qui est-ce que tu juges autour de toi? Et ils vont dire, le premier, il se la pète, par exemple. Et donc, je suis en train de dire à mon conscient, il y a mon conscient qui veut être champion du monde, par exemple, si on prend l'exemple des sportifs de haut niveau, et mon subconscient, le corps, du coup, va dire, non, je veux surtout pas être comme ça. C'est exactement ça. Ouais. Et du coup, il y a ce jugement qui fait que le corps ne s'engage pas dans l'action, et du coup, les gens vont s'auto-saboter. Et là, quand on fait sauter le concept d'arrogance et humilité chez un sportif, du jour au lendemain, il fait des performances extraordinaires. C'est incroyable. Si on regarde chez un entrepreneur qui se lance, tu vois, très souvent, si on demande qu'est-ce que tu juges, ils vont dire j'aime pas les gens imposteurs, les gens incompétents. C'est ça. Les gens illégitimes. Lui, il est pas légitime, il fait des vidéos, c'est abusé, quoi. Ouais. Et du coup, au fond, les gens ont réellement envie de faire ça, mais ils ont leur corps qui leur dit non, je veux pas être comme ça. C'est exactement ça. Moi, c'est vrai que tu as totalement raison. Je le vois beaucoup chez les gens qui veulent entreprendre ou même chez les entrepreneurs qui ont déjà lancé leur business mais qui se disent ou par exemple, tu vois, même avec l'argent, c'est j'ai envie de gagner telle somme d'argent, mais tu vois, c'est intéressant, je trouve. Ouais. J'ai envie de gagner, je sais pas, moi, peut-être 20, 30, 50, 100 000 euros par mois, je te dis n'importe quoi, mais y a une part de moi qui en a envie et une part de moi qui a peur des conséquences que ça aurait en termes de qui je vais devenir en gagnant cette somme-là et les conséquences que ça va avoir. Par exemple, je parlais avec une femme qui me partageait justement ce challenge et qui me disait « J'ai peur de me vendre parce que si je gagne de l'argent, j'ai peur que ma famille me juge comme étant malhonnête. » Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a cette problématique ? Ouais, déjà, donc, si elle a peur d'être jugée malhonnête, ça veut dire que très, très probablement, je vais pas dire à tous les coups, mais très probablement, je serais curieux de voir qui elle perçoit malhonnête autour d'elle. Et donc, inconsciemment, à qui je n'ai pas envie de ressembler. Ouais, c'est exact. Parce que tout ce que je juge à l'extérieur, c'est ce dont j'ai peur d'être jugé. C'est trop vrai. Tout ce que je juge à l'extérieur, c'est exactement... On se juge de la même manière. Ouais, on a peur d'être jugé la même chose. Ouais. Si je juge des gens incompétents, moi, je veux surtout pas être jugé d'incompétent. Ouais, c'est vrai. Donc, si je juge des gens malhonnêtes, je vais tout faire pour que les gens me voient comme quelqu'un d'honnête. Mais à partir du moment où je commence à réintégrer cette partie-là, et de la récupérer en soi, de l'aimer, de l'accepter, j'accepte que les gens me jugent comme ça. Et parce que les gens, par rapport à leur expérience de vie, leur apprentissage, leurs blessures, peut-être que je vais faire quelque chose et eux vont le percevoir malhonnête, alors que de mon point de vue, c'était honnête. Et donc, au moment où je me dis, mais en fait, ils ont le droit de me juger, en fait. Mais c'est pas parce qu'ils ont le droit de me juger que je suis obligé d'accepter leur jugement. Totalement, ouais, c'est vrai. Tu vois. Vrai. Donc, la première étape, c'est vraiment ça, c'est se dire, ok, récupérer cette partie, entre guillemets, qui peut être perçue malhonnête par les autres, l'accepter et se dire, ok, si les autres me jugent comme ça, c'est leur problème en quelque sorte. Ouais, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi de me rendre compte que tout n'est pas noir ou blanc ou bien ou mal, mais que
c'est vrai que quand tu apprends à aimer ce que tu as tendance à rejeter, tu t'en libères et tu peux avancer beaucoup plus sereinement. Ouais. C'est quoi un trait sur lequel toi tu te jugeais particulièrement et que tu as réussi à libérer? Ouais, bah moi c'était typique arrogance, humilité. Moi je me percevais comme quelqu'un d'humble à l'époque. Et bah forcément, au moment de vraiment m'affirmer en mode bah ouais, moi j'ai envie d'être champion du monde, bah, je me disais bah non, mais je suis qui et ça se fait pas, c'est se la péter quoi. Donc moi c'était vraiment arrogance. Le premier jugement et le deuxième c'était égoïste. Je voulais surtout être vu comme un gars comme altruiste, le mec vraiment sympa, qui est tout le temps en train de rendre service aux autres. Et du coup, la partie égoïste en moi, j'en récupérais pas, quoi. Et du coup, des fois, j'allais plus me sacrifier pour laisser quelqu'un, tu vois, genre quelqu'un... Enfin, moi, des fois, j'avais l'opportunité de prendre une place et je la laissais, en fait. Ouais. Donc, et chez les sportifs qu'on accompagne, c'est vraiment le 80% des traits de caractère que l'on fait sauter, c'est arrogance et égoïste. Ouais. C'est hyper intéressant parce que je pense que chez les entrepreneurs, c'est pareil, non ? Qui commencent, en tout cas, les entrepreneurs qui commencent, on a souvent l'arrogance qui peut revenir. Ouais. On a le côté honnête et malhonnête qui revient souvent. Chez les entrepreneurs, la différence avec les sportifs, c'est qu'on peut avoir honnête et malhonnête qui revient dans les 80% aussi. Ah ouais, intéressant. Ouais. Le côté imposteur ou... Ouais, illégitime, carrément. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais ou comment t'abordes, toi, le sujet de j'ai envie de me lancer dans un truc, ou bien même je me suis déjà lancée, mais j'ai envie de me lancer dans autre chose, d'arriver à un autre niveau, mais dans ce niveau-là, dans ce truc-là dans lequel j'ai envie de me lancer, je me sens pas légitime. J'ai l'impression que si j'y allais, je serais un imposteur et donc je préfère ne pas y aller, même s'il y a une part de moi qui a très très envie d'y aller. Ouais. Comment t'abordes ça ? Comment j'aborderais ça ? Alors déjà, nous, il y aurait le classique dépolarisation classique sur quelqu'un que je perçois illégitime, parce que je ne veux pas lui ressembler. Et ensuite, l'autre, à l'inverse, c'est se dire, OK, quand je me perçois illégitime, c'est par rapport à qui ou à quoi ? Tu vois, par exemple, avec une hypnothérapeute nous qu'on avait accompagnée, et elle voulait faire une conférence... Enfin, non, les médecins lui avaient demandé de faire une conférence sur l'hypnose, et elle dit, ah, mais j'ai peur de ne pas être légitime. Donc, elle se comparait au statut social médecin. Et donc, eux, ils sont plus légitimes que moi. Et finalement, quand on a regardé, on a fait du coup ce qu'on appelle dépolarisation inversée, sous quelle forme elle a les connaissances que eux n'ont pas. Et elle a vu que finalement, si lui demandait de faire une conférence en hypnose, c'est qu'eux connaissaient rien à ça. C'est vrai, totalement. Et donc, par rapport à sa formation, elle connaissait un peu plus. Et si, par contre, ils allaient sur des questions plus de l'ordre médical ou des neurosciences, eh bien là, elle pouvait s'autoriser à dire, écoutez, là, ce n'est pas mon domaine. En toute transparence, ce n'est pas mon domaine. Par contre, si quelqu'un a la réponse, ou alors j'irai chercher la réponse, c'est aussi possible. Ouais. Donc ça, c'est le premier step, à se dire, OK, je me perçois illégitime par rapport à qui ? Et après, se dire, si je veux me lancer en entrepreneuriat, qui est-ce que j'ai envie d'aider, en fait ? Et souvent, quand j'ai envie d'aider quelqu'un, c'est que moi, déjà, j'ai fait juste le chemin avant. C'est trop vrai. Juste le barreau de l'échelle. Et finalement, si une personne... tu vois, moi, par exemple, travailler avec un entrepreneur qui se lance et qui débute et l'accompagner de 0 à 10 000 euros par mois, je pense pas que je suis le meilleur, en fait, parce que aujourd'hui, je suis beaucoup plus loin que ça. Et il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, en fait. Tu vois. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Et du coup, je pense que quelqu'un qui vient juste de faire les 10 000 euros par mois, avec une réelle stratégie, va être peut-être plus patient que moi pour accompagner. Il va plus comprendre le mindset, plus comprendre les étapes, plus comprendre que finalement c'est long, il y a un momentum, alors que moi je vais plus être en mode go, tu fais ça, 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 et tu vois, je vais peut-être pas comprendre pourquoi ça va pas vite, en fait, tu vois, parce qu'il y a maintenant un gros décalage. Donc si ça avait été il y a 2 ans, peut-être que j'aurais été, ou 3 ans, peut-être que j'aurais été la personne légitime pour accompagner ça, alors qu'aujourd'hui, en termes de résultats, je pourrais être plus légitime que quelqu'un qui gagne 5 000 ou 10 000 euros par mois. Mais par contre, en termes de compréhension de l'autre, ou du moins d'acceptation et de la tolérance que l'autre ne va pas aussi vite que je perçois, je pense plus être la bonne personne pour accompagner, tu vois. Ouais, c'est trop intéressant ce que tu dis, parce que je trouve que c'est déculpabilisant de se rendre compte que on est tous, d'une certaine manière, légitimes par rapport au stade auquel on en est, finalement. Tu vois, c'est peut-être que quelqu'un qui vient de gagner 10 000 euros par mois depuis quelques mois se dit je viens juste de le faire, je suis pas légitime, mais en fait, justement parce que tu viens de le faire, t'es légitime sous cette forme-là, et toi, tu serais plus légitime à accompagner des personnes qui ont un stade plus avancé, et donc finalement, tout le monde un peu à sa place
dans ce... Ouais, clairement, c'est clair. Ouais. C'est ça. Donc je pense que quelqu'un qui veut se lancer, juste se dire, ok, je prétends pas aider n'importe qui, et voilà, encore une fois, sans s'exagérer, mais juste se dire, imaginez qu'il y a une échelle avec des barreaux, et se dire, je suis juste au barreau au-dessus, et là, la main elle est plus facile à attraper que celui qui est tout en haut, ou la main elle est plus loin. Tu vois. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient très souvent en termes des personnes qui viennent te voir, tu vois, que ce soit des entrepreneurs, des athlètes, et qui les empêchent de performer? Est-ce qu'il y a une ou plusieurs choses qui reviennent presque systématiquement? Ouais, alors du coup, on a les traits de caractère, comme on l'a dit, arrogance, égoïste, chez les entrepreneurs, honnête et légitime, imposteur. Et après, là, par exemple, je travaille avec un entrepreneur en ce moment. Là, j'en ai 2 en tête, qui tournent déjà plusieurs millions quand même. Et là, on arrive sur un autre moteur qui est, c'est plus papa ou maman. Un des parents. Un des parents ? Ouais, parce que du coup, l'identité qui l'a amené à amener ça et amener un business qui tourne, etc., aujourd'hui, il commence à fatiguer parce que tout ce qui a été construit était pour ne pas être comme le père ou la mère, ou pour prouver au père qu'il valait quelque chose. Et donc, à un moment donné, je pense que pas 100%, mais dans 70-80% du temps, il y a un travail à faire sur ses parents, je pense. Parce que, disons que, par exemple, je veuille me construire en opposition à mes parents. Et que ce soit un moteur à un certain moment de ma vie, peut-être temporairement, c'est un moteur. Tu vois, il y a un truc qui revient beaucoup, moi je trouve, chez les entrepreneurs et même peut-être chez les athlètes. Je serais curieuse de savoir si c'est le cas, mais c'est ce truc de je veux pas perdre cette rage un peu, tu vois, j'ai peur de perdre mon driver, j'ai peur. En gros, j'ai peur que si j'arrive au stade où je suis entre guillemets guérie, en paix, du coup, j'aurai plus cette hargne, cette niaque pour avancer. Est-ce que c'est quelque chose que... Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu penses que quand on se libère de ce besoin, par exemple, de prouver, de montrer aux autres, à sa famille, au monde entier qu'on est capable, est-ce que tu penses que quand on perd ce besoin-là, on perd notre drive, notre performance, ou pas forcément ? Alors, il se transforme en fait, mais ça, c'est vrai que c'est souvent là, mais je veux pas l'enlever parce que tu vois, genre. Et en fait, c'est un moteur, mais juste se dire, est-ce que ce moteur aujourd'hui me va ? Est-ce que je suis totalement épanoui et accompli avec ce moteur ? Si c'est oui, garde-le en fait. Moi, un athlète qui dit, je veux prouver à mon ancien entraîneur qu'il a tort. En fait, on garde. C'est OK. Par contre, si ça te pourrit la vie, que tu n'arrives pas à dormir et tout, là, il y a peut-être quelque chose à travailler. Et alors, il peut se passer 2 choses. Nous, par exemple, quand on accompagne un athlète, c'est soit on bosse dessus et en effet, il perd le drive et il trouve quelque chose qui lui correspond mieux. Tu vois, mais c'est pas pour ça qu'il a abandonné ou autre chose. C'est juste que là, il voit que en fait, ça m'inspire plus le sport de haut niveau. Et le sport de haut niveau, il y a les beaux côtés qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi les moins beaux côtés. Comme il y a une étude anglaise qui montre que, je sais plus, c'est 21 ou 24% des Olympiens sont en état dépressif. Ah ouais. À chaque fois, les gens sont surpris. 21. Ouais, donc ça veut dire entre 1 sur 5 et 1 sur 4. Donc c'est une étude, si on tape ça, et c'est une étude qui est sortie au Royaume-Uni en 2021, après les Jeux, je pense. 21% ou 24%, je ne sais plus exactement le chiffre, en état dépressif. Donc c'est quand même beaucoup. Tu vois. C'est fou. Mais est-ce que c'est pas ce truc-là, ce phénomène qu'on observe au moment où ils ont... je sais plus, je crois qu'il y a un terme pour ça. Quand tu gagnes ou quand tu as la victoire que tu espérais avoir depuis des années et des années, il y a un peu ce truc de... Ou bien un entrepreneur qui accomplit cet objectif qu'il avait depuis tout ce temps-là. Un peu ce moment de redescente. Ouais, en fait, alors, c'est le moment c'est surtout une histoire de prix à payer qu'on n'avait pas vu. C'est-à-dire que c'est pareil, des entrepreneurs qui ont vendu des entreprises à des millions et qui, derrière, finissent en burn-out ou en dépression. Ça, je l'ai vu aussi plusieurs fois. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où les gens se disent le jour où j'aurai la médaille ou le jour où j'aurai tant de chiffre d'affaires, je serai heureux, ce sera trop bien. Et bien, du coup, ils sont conscients de tous les bénéfices que va apporter la médaille ou le chiffre d'affaires, mais ils sont inconscients de tous les inconvénients qui vont avec. Comme un aimant, en fait. Je veux le plus, mais il y a le moins qui arrive. Et du coup, le jour où ils obtiennent la médaille,
eh bien, il voit que, ok, long, mais là, il y a le fantasme qui était ici, eh bien, va s'associer aussi au cauchemar qui va avec. Ouais. Et du jour au lendemain, en fait, ils vont se dire, ah, mais ok, j'ai la médaille, donc j'ai eu mon pic de dopamine. Je suis hyper content pendant peut-être une journée, une semaine, 3 mois. Et après, je vois que, bah, ok, en fait, dans ma vie, rien n'a changé, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que c'est trop intéressant ce que tu dis parce que je me demande si c'est pas le fait. Tu sais, c'est un peu ce qu'on dit. On dit souvent, ah, il faut être un peu dans l'illusion quand tu vas chercher tes objectifs. Est-ce que tu penses que le fait de se concentrer uniquement sur les bienfaits de ce que tu vas avoir quand tu l'auras, est-ce que c'est pas ça qui, dans un sens, leur permet d'avancer de manière un peu, tu vois, avec une forme d'illusion qui leur permet de continuer? Parce que j'ai l'impression que, à contrario, il y a des personnes qui se concentrent totalement sur les inconvénients et qui se disent ah bah quand je vais atteindre, bah, comme on s'est dit tout à l'heure, quand je vais atteindre mon objectif, je deviendrai arrogant, je vais perdre ma famille, je vais truc, et donc ils avancent pas. Est-ce que tu vois un peu un pattern ou un schéma entre ceux qui se concentrent que sur les bienfaits et ceux qui se concentrent que sur alors nous, c'est vrai que sur le sport de haut niveau, que sur le négatif, on l'a moins. Par contre, sur les bienfaits, ça, on l'a. Ouais, moi, je veux la médaille. Mais déjà, ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'au moment où on dit je veux la médaille avec un peu de la force, tu vois, je veux tel chiffre d'affaires avec une notion de force, moi, je le veux, bah déjà, on faut créer de la séparation. Ah, intéressant. Ça veut dire qu'on l'a pas, en fait. Et il y avait un livre à l'époque, je crois que c'était Bender et Grinder, les inventeurs de la PNL, un livre jaune où il disait le cerveau fait exactement avec précision ce que tu lui demandes. Du coup, si tu dis je veux ça, bah ok, tu le veux. Mais vouloir, ce n'est pas avoir. Ah, c'est intéressant. Comment tu l'approcherais, ça ? Alors, bah nous, on fait ce qu'on fait avec les sportifs de haut niveau qui arrivent en mode ils veulent gagner. Du coup, ils sont en état presque de burn-out, ils sont en surentraînement, ils en font trop et tout, ils se reposent pas. Nous, on fait le truc tout bête. C'est ce qu'on dit, en fait, il y a la motivation, il y a l'inspiration. La motivation, c'est un motif pour se mettre en mouvement. Alors que l'inspiration, c'est juste j'y vais, en fait. Et je me rappelle avec une athlète qui est quintuple championne du monde qui a fait le préface, Alexandra d'ailleurs, Rekia, quintuple championne du monde en karaté. Elle voulait absolument aller aux Jeux Olympiques, elle avait tout gagné en karaté. Et là, on arrive sur sa dernière année, elle fait elle commence à être en contre-perf. Elle dit mais si je vais pas aux Jeux, c'est la fin de ma vie, quoi. Enfin, j'aurai des regrets toute ma vie. Et du coup, alors après, bien sûr, dans le processus de dépolarisation, sur la 3e séance, on a regardé, elle avait duré longtemps cette séance, on a regardé genre 50 bénéfices à ne pas aller aux Jeux Olympiques et 50 inconvénients à aller aux Jeux Olympiques pour le reste de sa vie. Genre en mode, t'as 60 ans, tu regardes ta vie en arrière, tu dis ok, bah à 30 ans, c'est vrai que je suis pas allé aux Jeux Olympiques et finalement avec le recul, tant mieux. Ou alors tu dis j'ai 60 ans, oui c'est vrai, je suis allé aux Jeux Olympiques, mais finalement c'était pas si bien que ça, ce serait comment ? Et on a ouvert le champ là-dessus. Et ouais, la session elle a au moins duré 2h, 2h30 jusqu'à temps qu'elle lâche. Elle voit que finalement, aller au jeu, il y aura autant de bénéfices que d'inconvénients. Ce sera ni mieux ni moins bien. Ce sera juste différent. Et à ce moment-là où elle a lâché le fantasme qu'aller au jeu, ce serait mieux dans sa vie, du jour au lendemain, elle a reperformé. Ah, c'est dingue. Donc... Ouais, c'est dingue. Ok, c'est hyper intéressant. Ouais, donc en fait... c'est un peu paradoxal, mais c'est le fait de mettre sur un piédestal cet objectif qu'on a qui va finalement nous empêcher de performer ou d'agir pour aller l'atteindre. Et c'est exactement le mot que tu as dit, c'est mettre sur un piédestal. Parce que si on le met sur un piédestal, ça veut dire qu'on exagère l'objectif et donc ça veut dire qu'on se minimise. Ah, face à l'objectif. Tu vois, c'est super intéressant. Je crois que l'objectif, par exemple, va me donner de la valeur. Enfin, là, je grossis un peu le trait, mais en gros, je veux l'objectif, comme ça, je perçois que le jour où j'aurai ça, ah bah, tu vois, j'aurai quelque chose. Sauf que la vie va... Enfin, de mon point de vue, la vie va nous aider à nous aimer, nous accepter tel qu'on est, en toute authenticité et sans attacher de la valeur aux choses extérieures. Ouais, totalement. Et du coup, quand on fait tomber l'objectif du piédestal, d'un seul coup, on se dit, tu vois, genre, la pression se relâche. Et ce qui est hyper intéressant avec les gens, quand c'est 100% aligné dans leurs valeurs, ils disent quoi ? C'est que là, je leur dis, ok, maintenant, pense à ton objectif, alors qu'on a regardé les inconvénients. Là, ils disent, ok, c'est bon, c'est fait, en fait. Ah ouais ? Il n'y a plus de notion d'espace-temps. Tu passes de je veux ça à je sais que c'est déjà fait. Et en même temps, je sais que si ça n'arrive pas, il y aura mieux. Donc, tu as ce paradoxe qui est du lâcher-prise. Du coup, j'ai l'intention d'y aller. Je sais que c'est déjà fait. De toute façon, je suis déjà l'être humain qui manifeste cet objectif. Et en même temps, si je ne l'ai pas, je sais qu'il y aura mieux. C'est trop intéressant ce que tu dis parce que du coup, en même temps, je suis en train de réfléchir au moment où je me suis fixé des objectifs que j'ai atteints.
et dans quel état d'esprit j'étais, comment je me sentais. Et c'est vrai que j'avais ce sentiment qu'il n'y avait pas de... C'était fait. Que c'était fait. C'était déjà fait. C'était déjà fait. Et c'est trop intéressant parce que je me dis, pourquoi est-ce que pour certains objectifs, on a le sentiment que c'est tellement grand, c'est tellement inatteignable, tu vois, et d'autres où c'est presque normal. Et je suis vraiment, tu vois, curieuse. Et là, je pense à un objectif que j'ai, par exemple, pour cette année, et je sais que j'ai tendance à le mettre sur un piédestal. Ouais, bah là, c'est... alors, il y a deux possibilités. C'est soit tu fais la méthode la plus classique, c'est tu te poses et tu prends 1 heure et tu notes 50 inconvénients d'atteindre cet objectif-là dans tous tes domaines de vie. Ouais, ok. Voilà. Et 50 bénéfices dans tous tes domaines de vie de ne pas l'atteindre. Voilà. Et après, ça peut être l'autre qui est un peu plus challengeant intellectuellement, mais que j'aime bien aussi, c'est regarder plus, ok, qu'est-ce que je perçois que l'objectif a que moi, j'ai pas. Tu vois, c'est quoi le trait de caractère que je lui donne? Waouh, ça c'est une super question. Et de voir sous quelle forme tu l'as aussi, en fait. Et de faire une dépolarisation inversée dessus, jusqu'à temps que ça tombe du piédestal, il fait ok, bon. C'est trop intéressant comme question. Je m'étais jamais... Tu te poses la question en mode, ok, qu'est-ce que l'objectif? Qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je mets sur une autorité? Ou qu'est-ce que je perçois que l'objectif a que moi, j'ai pas? Donc, c'est de la légitimité, de la réussite, une preuve de... Tu vois, et tu vas regarder ça et tu regardes sous quelle forme tu l'as déjà, en fait. Ouais, bah tu sais quoi, je vais faire cet exercice. Il est vraiment... ouais, super intéressant. Moi, je me rappelle un coup pour une conférence, j'allais avec une athlète en plus de haut niveau, on faisait en binôme. Et en mode, c'était une conférence que je fais en 45 minutes. Et là, l'organisme qui nous prend la conférence nous demande de le faire en 30 minutes. Et moi, c'est hyper important d'être dans les temps. Et du coup, on était dans le train ensemble. Et là, je lui dis... Bon, par contre, c'est 30 minutes, c'est 30 minutes, on dépasse pas. Et là, elle me regarde en mode, on a travaillé 1 an ensemble, elle me regarde, elle fait, mais fais une dépolarisation sur... Et je suis c'est pas con, je t'ai bien incarné le truc. Et du coup, je fais le truc, donc je regarde, ok, le temps, les 30 minutes, ils représentent quoi? Eh ben, si je respecte le temps, ça prouve mon expertise. Ah, intéressant. Donc, je vois sous quelle forme, déjà, je permets à d'autres de prouver l'expertise, j'ai cette figure d'autorité. Et en fait, à la fin, quand je fais le club, je regarde, ok, je vois les trucs, les inconvénients pour moi, bah du coup, j'ai peut-être oublié le fond, je vais peut-être aller trop vite, les gens vont mal me comprendre et tout. Et après, je regarde sous quelle forme le temps exprime aussi le trait de caractère inverse. Et là, je vois quoi? Ah bah, le temps, il ne prouve pas le fond, en fait. Il prouve que la forme. Ouais. Là, je paf. Et hop, j'avais lâché. Et pour l'anecdote, c'était même pas moi qui ai conclu la conf. On finit, il y avait un timer devant nous, et on finit à 30 minutes 00. Non. Et donc finalement, en lâchant prise, en mode à la fin de la dépolation, je sais pas, tu sais quoi, c'est pas grave, si la conf elle dure 35 minutes, ça durera 35 minutes, c'est pas grave. Et en fait, on finit à 30 minutes 00, alors qu'on avait lâché prise sur le temps. C'est incroyable. Là, mais c'est fou quand même à quel point quand tu lâches prise, bah, tout est juste et tout se fait naturellement sans cette résistance en fait. Je trouve que le concept de résistance, il est hyper... Ouais, tu vois, il y a vraiment une résistance, et dans ce que tu disais, je me reconnais tellement, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître. C'est de vouloir quelque chose, et ça peut être dans le fait d'entreprendre, ou dans le sport, ou même dans une relation amoureuse, tu vois. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont envie de se mettre en couple, ou qui ont envie d'avoir des enfants, et il y a ce truc de... J'ai peur, tu vois, c'est cette notion de peur et de résistance et de vouloir à tout prix contrôler. Et je trouve que c'est hyper important ce que tu partages, parce que ça permet de se libérer de ce qui te fait peur et donc de lâcher prise. Et finalement, c'est assez marrant, mais c'est comme ça que tu l'obtiens. Ouais, c'est ça. Ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas, comme je le dis, on n'est pas 100% sûr qu'on va l'obtenir. En tout cas, on va augmenter les probabilités de manière très significative de l'obtenir. Ouais, c'est ça. Et si ça vient pas, il y aura autre chose de mieux. En tout cas, ça ne prendra plus d'espace mental. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous parler de ton livre? C'était quoi ton intention en écrivant ce livre? Qu'est-ce que tu as voulu partager dans le livre Identité gagnante? Alors, l'Identité gagnante, pour moi, c'est le tout premier livre déjà, et c'est vraiment mon bébé pour le coup. Je pense que c'est celui où j'ai mis le plus mon âme dedans. Et je l'ai vraiment écrit avec une intention de partage, genre en mode je donne tout ce que je connais. Enfin, pour l'époque, quand j'ai écrit, je crois que c'est 2020. Voilà, donc dessus, on va vraiment voir
ma patte qui est plus sur l'identité, qu'on est des êtres humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains, cette notion qu'on est tout. Et après, on va plus arriver sur du développement personnel avec les pensées, les émotions, la notion du corps aussi. Ouais. Tu vois, et qu'on a le triangle à gérer qui est les pensées, nos émotions et aussi le corps. Parce que dans le corps, alors ça, il y a des émotions, pareil de manière très schématique, il y a des émotions qui sont stockées dedans. Exact. Ouais. Et on peut les libérer. Et c'est important de les libérer parce que les trois, si on n'est pas bien dans le corps, ça va jouer sur nos pensées, nos émotions. Si on n'est pas bien dans nos pensées, ça va jouer sur nos émotions et sur notre corps. Et donc les trois, complètement. exactement, se jouent entre elles. Ouais. Voilà. Et puis après, on rentre plus dans la notion de dépolarisation. Ouais, tu donnes des outils ouais. hyper concrets. Moi, j'ai trouvé que tu as été hyper généreux dans le livre. Mais celui-là, c'est vraiment le bébé, quoi. Ouais, il est vraiment... c'est incroyable. Tu donnes tellement d'outils, d'informations. Je veux dire, c'est hyper complet, quoi. Ah bah cool, ça fait plaisir. Vraiment. Et c'est vrai que les commentaires qu'on a sur Amazon sur celui-ci, il doit être, à l'heure où on enregistre, je crois qu'on a 173, 176 avis. Mais c'est énorme. 4,6 étoiles. C'est incroyable. Mais c'est tellement mérité. Franchement, les amis, foncez sur Amazon. Hein, c'est un livre... je suis vraiment content. Et la première personne qui l'a corrigé, la première prestataire qui l'a corrigé, elle a dit « Ah mais il faut changer le titre. Ah ouais. Il faut pas le mettre sur les sportifs. Vous pouvez aider trop de monde avec ce livre. » J'ai dit « Non, mais aujourd'hui, les gens que je veux aider, c'est les sportifs. On verra les autres plus tard. » Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'au contraire, ça s'applique à absolument tout le monde. L'identité gagnante, c'est vraiment changer ton identité et tu donnes des outils qui peuvent être applicables à vraiment tout le monde, quoi. Ouais, donc, ouais. Et puis, ce que tu disais sur le corps, les émotions, les pensées, c'est hyper intéressant et c'est vraiment quelque chose que j'ai observé dans ton séminaire Tilt. Franchement, j'étais bluffée, mais vraiment bluffée. Et j'ai envie qu'on en parle parce que c'était juste une expérience... tu vois, je m'attendais à un séminaire. En fait, j'avais pas vraiment d'attente, mais te connaissant, je savais que ça allait être incroyable. J'en étais sûre. Mais je m'attendais pas à ce qu'on fasse... tu vois, il y avait cette partie sur la dépolarisation, cette partie avec la chiropraxie. Donc, travailler vraiment cette partie pensée, émotion et sur le corps. Et c'était la première fois que je voyais ça. Et j'ai trouvé ça, mais incroyable, parce que justement, je suis totalement de cet avis que si tu travailles uniquement sur tes pensées ou sur tes émotions, tu mets de côté ton corps ou inversement, la transformation, je trouve qu'elle est moins profonde et elle est moins durable. Et là, vraiment... c'était juste incroyable, quoi. Vraiment. Ce séminaire, il est ouf. Ouais. Il est ouf. Et puis les rencontres que tu fais, les connexions qui se passent. Tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce sentiment-là de connexion avec les autres et avec moi-même de manière aussi... Tu sais quoi, quand j'y réfléchis, je pense que ça fait très, très longtemps. En fait, quand j'étais, tu vois, quand j'étais enfant, au collège... Avant, tu vois, d'avoir les téléphones et un peu tout ça, je trouve que j'étais beaucoup plus présente avec moi-même, avec mes émotions, avec mes pensées. Puis après, tu vois, en grandissant, c'est normal, hein, la vie se passe, tu vois, et t'as tellement d'informations de l'extérieur, tu te sens tellement... C'est très facile de se déconnecter de soi et des autres, tu vois. Aujourd'hui, encore plus qu'avant, tu vois, c'est pas pour faire l'ancienne ou quoi, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est dur de trouver des moments où juste tu te connectes aux autres de manière authentique et vraie, tu vois. Et dans ce séminaire, ouais, j'ai vraiment eu ce sentiment de me reconnecter avec une part de moi que j'avais presque oubliée, en fait, tu vois. Et je dis vraiment ça du cœur, tu vois, c'était trop beau ce qu'on a vécu pendant ce séminaire. Donc, le prochain, il est en mai, je crois. En mai, ouais. Franchement, foncez, les amis. N'hésitez pas une seconde. Il est très, très vite effectué pour complet, ce séminaire. Donc, mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Non, franchement, bravo pour ça. C'est le bébé aussi, le tilt. Ah ouais, non, mais... Et du coup, je me rappelle, quand on a terminé le séminaire, on a dîné un peu tous ensemble, et tu m'as dit une phrase qui m'a beaucoup marquée. J'ai peur de pas bien la répéter, mais je crois que c'était quelque chose du style... C'est intéressant de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a amené une situation
dans notre quotidien. Qu'est-ce qu'on a cherché, à quel point on est responsable de la situation qu'on a créée. Tu peux nous parler de ça? Je trouve que c'est hyper intéressant. Là, on a sur des choses qui sont plus touchy et plus perchées, mais en ce moment, c'est un peu mon truc pour le faire pour moi. Et puis après, si ça peut servir aux autres, c'est top. Mais encore une fois, c'est juste une question je suis curieux de voir jusqu'à quel niveau est notre niveau de responsabilité à un niveau inconscient, sans culpabiliser, juste pour reprendre notre pouvoir, en fait. Exact. Et en fait, en ce moment, du coup, je fais beaucoup de formations avec le docteur Donald Epstein, donc, qui est le papa de la Chiropractic Network qu'on a fait au Tilt. Là, je retourne à Denver dans 10 jours, je crois, juste pour être avec un séminaire avec lui, donc ça va être cool. Dingue, ouais. Et du coup, on est beaucoup sur l'énergie, en fait, et à voir comment notre état vibratoire va attirer ou pas certaines situations. Et ce que je me suis rendu compte et ce que je m'amuse à faire depuis quelques mois, quand il m'arrive quelque chose que je voulais pas consciemment, quand il m'arrive quelque chose que je voulais pas consciemment et je me dis ça pourquoi ça arrive et tout, je me pose la question en boucle, à quel niveau est-ce aussi peut-être ma décision. C'est hyper intéressant. Ouais. Et du coup, ce que j'ai pu remarquer, c'est que très souvent, en tout cas, je me dis, à un certain niveau inconscient, eh bien, le fait que j'ai créé cette situation-là me permet, tu vois, de, reprendre mon leadership, envoyer balader quelqu'un, trouver un autre produit, ou des choses comme ça, ou vient valider une partie de moi, tu vois. Et du coup, c'est le truc qui, je pense que c'est vraiment nous aider à reprendre notre pouvoir plutôt que de rentrer dans le triangle Karpman, victime, persécuteur, sauveur, où là, on peut rien faire, en fait. Tant qu'on croit que quelqu'un est notre persécuteur, on est tout le temps une victime de lui. Par contre, si on arrive à se poser la question, peut-être qu'aujourd'hui, cette personne me fait du mal, mais maintenant, je vais reprendre mon pouvoir et je vais me poser la question, à quel niveau il y a aussi des bénéfices pour moi que ça arrive, en fait. Et quand on se pose la question en boucle, à un moment, eh bien, on va voir que, sur ce niveau-là, c'est vrai que là, j'ai peut-être accepté ça parce que ça vient valider des choses chez moi. Et donc, au moment où j'ai pris conscience qu'il y a une partie de moi qui avait pris cette décision aussi, qui avait donné son accord énergétiquement pour co-créer cette situation, eh bien, c'est à partir de ce moment où on peut dire stop, en fait, je décide de changer. Ouais, totalement. Et du jour au lendemain, ça change, en fait. Moi, j'ai vu sur des femmes, alors à base qu'on a accompagné pour le sport, du jour au lendemain se dire, en fait, non, j'ai plus envie de cette relation. Et bizarrement, énergétiquement, on va plus attirer les mêmes personnes, en fait. Ouais. Parce que énergétiquement, c'est bon, c'est réglé, j'ai changé. J'ai plus besoin d'apprendre ces choses-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois. C'est hyper intéressant, et c'est hyper intéressant parce que je sais que c'est challengeant pour beaucoup. Ouais, c'est hyper challengeant et c'est un autre niveau encore, je trouve, qui est encore plus élevé de découverte de soi et de développement de soi. C'est de se dire, de sortir de cette posture de victime, mais à un niveau encore plus profond. Ouais. Pourquoi, à ton avis, les gens ont autant de mal à se libérer de cette posture-là de victime, alors même que elles peuvent être conscientes que c'est pas dans leur intérêt d'y rester? Ouais. Alors, je vais répondre et je vais mettre des... Alors vraiment, ce que je dis est juste mon point de vue. Il y a pas de... Et c'est surtout pas pour faire culpabiliser les gens qui sont aujourd'hui dans une situation comme celle-ci, de victime. Mais en tout cas, pourquoi... Alors moi, je dirais que déjà, il y a... La première chose que je pourrais me dire, c'est que en fait, déjà, dès tout petit, dès à l'école, on n'apprend pas les lois universelles. On ne comprend pas, dire, mais pourquoi je suis sur Terre, tu vois, truc tout con, en fait. Alors, personne ne peut avoir une réponse, mais au moins s'autoriser à avoir plusieurs points de vue et des éléments de réflexion là-dessus. Moi, le point de vue que j'ai là-dessus, c'est que je suis sur Terre en tant qu'être humain. Donc déjà, je suis pas qu'un humain, pas qu'un être. Il y a vraiment les deux. Et du coup, en tant qu'être, si on regarde l'étymologie, on va voir chez... Alain Ray, dans le grand dictionnaire historique de la langue française, il va dire il y a une partie c'est se trouver, l'autre c'est croître, pousser, grandir. Donc je suis un être humain, je suis ici pour grandir. Ouais. Et pour grandir, je vais être soutenu d'un côté et challengé de l'autre. Ah oui, j'avais adoré quand tu avais parlé de ça pendant le séminaire. C'était hyper intéressant de voir qu'on a besoin des deux. Ouais, on a besoin des deux. Tu vois, je sais pas, si tu mets un arbre tout petit, tu lui mets tout le temps du soutien, par exemple, au moment où tu enlèves juste tout à l'heure, s'il y a une grosse ravale de vent, il tombe, en fait, tu vois, par exemple.
Donc, c'est-à-dire que pour être plus solide et pour grandir, eh bien, je vais être soutenu d'un côté, donc les choses qui soutiennent mon système nerveux et donc mon corps, ma chair se relâche et se dit je vais pas me faire bouffer quoi, en gros, tu vois. c'est ça. Et l'autre côté, challenger, du coup, là, mon corps se stretch. Donc là, je suis en danger, je suis avec des proies. Et donc, j'ai besoin des deux, en fait, pour pouvoir grandir. Et vu qu'à l'école, on est dans la philosophie de faut prendre soin des autres, faut bien parler aux gens, faut surtout pas les bousculer. Et du coup, on va croire que dans la vie, il y a une illusion que tout doit être bien au sens soutenir. Tu vois. Et donc, on va, au lieu de dire, bah ouais, si tu as quelqu'un en face de toi qui est, entre guillemets, méchant avec toi, bah prends ton leadership, en fait. Ouais. Tu vois. Et parce que la vie va nous inviter à prendre notre leadership. Et tant qu'on ne le prend pas, eh bien, on va attirer personne, situations, circonstances qui vont nous challenger jusqu'à temps qu'on dise, OK, stop. Parce que le soutien va permettre plutôt le repos et la stagnation. Le challenge va plutôt permettre la croissance. Totalement. Soit j'accepte le challenge et je grandis, et dans ces cas-là, j'attire plus le même type de personnes, situations, circonstances. Soit je n'accepte pas le challenge, je me dis, ah, c'est pas juste. Ouais. Et auquel cas, je prends pas mon leadership, je remets la faute sur l'extérieur, et du coup, je réattire en permanence ça. Donc, en termes de facilité, c'est plus facile de dire que c'est de la faute de l'autre que ça va pas. Ouais, tu vois, totalement. C'est juste, n'importe qui. Même moi, le premier, alors je connais tout ça. Le premier truc qui m'arrive quand, je sais pas, quand ça peut être quoi ? Ça peut être quelqu'un qui me double sur la route ou un truc comme ça. Le premier truc, je vais dire, c'est sa faute à lui. Tu vois, c'est le truc le plus facile à dire. Ouais, c'est vrai. Le plus naturel. Donc, c'est pas grave, en fait. On a le droit de dire ça en premier. Et après, c'est se dire, OK, est-ce que ça me sert et qu'est-ce que je peux faire en place ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça n'arrive plus ? Ouais, totalement. Et c'est vrai qu'on a tendance à attirer les mêmes situations jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a une opportunité cachée derrière à cette situation qu'on a tendance à rejeter. Ouais, et moi, tu vois, si je reviens sur l'exemple avec la boxe, j'étais tout le temps, je voyais des gens autour de moi qui se la pétaient, qui disaient je vais gagner et tout. Et moi, je comprenais pas, je me disais mais ils se la pètent. Et du coup, en gros, j'étais le bon petit gars. Et après, en entrepreneuriat, je vois des gens qui se lancent en conférence et tout. Je leur dis mais attends, ils connaissent rien. Et donc, tant que je juge les autres, je réattire cette situation-là. C'est hyper intéressant. Et le jour où j'ai récupéré ça et je me suis autorisé à prendre, entre guillemets, la première place, même si c'est juste que relatif à moi, mais au moins je dis ok, je prends ma place et j'y vais du jour au lendemain. En fait, aujourd'hui, je vois plus de personnes qui se la pètent, je vois plus de personnes égoïstes, je vois plus de personnes malhonnêtes. Parce que tu te juges plus là-dessus. Je me juge plus là-dessus, ouais. Et j'ai pris mon leadership par rapport à ça et je sais quoi faire si ça arrive. Ouais. Et je suis autant ok avec être le mec sympa qui soutient les autres, et je suis autant ok si ça va pas en étant aligné sur ma mission à dire bah non stop en fait, et on pose un cadre et là ce qui se passe ça me convient pas. Donc j'ai pas de souci à dire à quelqu'un en fait sors de ma vie en fait, tu vois, j'ai pas besoin de toi, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois il y a quelque chose qui était pas mal présent, tu vois, en coaching et dans cette approche-là, c'est comment je sais que je prends la bonne décision si je vois autant les bénéfices que les inconvénients dans tout type de décision. Et en fait, c'est un peu cette idée que quand tu vois simultanément les bienfaits et les inconvénients, t'as plus cette interférence qui t'empêche d'accéder à ce qui est juste pour toi, finalement. Ouais, exactement. Ouais. C'est ça qui est c'est hyper intéressant. Quand tu vois que le plus d'un aimant, tu vois pas le moins, et du coup, constamment, il y a ton intuition qui va dire c'est quand même bizarre qu'il y a que du plus, je suis attiré un peu plus, mais pourquoi je suis repoussé ? Ouais, exactement. Mais tu sais, c'est quand même hyper commun pour une majorité de personnes, et moi je sais que ça a été très très important pour moi et je commence à vraiment m'en libérer et ça fait un bien fou, c'est cette idée de il faut que je plaise à tout le monde, il faut que je dise oui à tout le monde, il faut absolument surtout pas que j'ai l'air égoïste. Et finalement il y a tellement de bienfaits à accueillir cette part-là d'égoïsme. C'est complètement fou à quel point ça pourrit la vie de plein de gens, tu vois. Parce que tu peux pas être vraiment toi-même et en même temps dire oui à tout et chercher à plaire à tout le monde. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on a besoin de traverser un moment
challengeants, de difficultés, que ce soit dans notre vie perso, dans notre travail, dans ce qu'on entreprend, pour opérer cette transformation-là et s'autoriser à accueillir cette part de nous. Alors du coup, je pense qu'il y a 2 points. On peut être soit proactif, et du coup se dire ok, là je sens que en fait je sens que c'est important que j'évolue sur ce point-là, et parce que c'est important pour moi et je sens que c'est juste pour moi. Soit on est proactif et auquel cas on prend soutien de challenge, on évolue, ça se passe plutôt bien. Soit la vie nous aime tellement qu'elle nous dit ok, t'es pas proactif, bah attends, je vais t'envoyer. Et du coup j'avais un de mes mentors qui m'avait dit une fois, c'était sur un truc que je voulais arrêter et je me sentais plus aligné. Il m'a dit Pierre, soit tu choisis la forme de destruction sur laquelle tu vas détruire ton ancien projet et tu choisis la forme et du coup tu évolues, soit c'est l'univers qui choisit la forme, soit c'est l'univers qui va choisir pour toi et là tu n'auras pas le choix dans la forme et là ça va faire mal. Oh wow, tu vois, et du coup j'ai souvent cette phrase là en mode quand je sens qu'il y a un truc qui est plus juste, et enfin en vrai au fond moi j'ai vu avec des entreprises qui ont eu un truc sur 6 mois, enfin même 1 an, genre vraiment catastrophique, en mode on va couler la boîte, mais derrière quand je regarde les bénéfices, ils voient que ça leur a permis d'évoluer, et quand je leur demande ok, est-ce qu'au fond de toi avant que ça arrive tu savais qu'il y avait un truc à changer, tu le faisais pas parce que tu étais bien dans ta zone de confort, bah ouais, ça faisait des mois, voire des années qu'on savait que sur ce truc-là, on n'était pas trop à jour. Fallait qu'on change, on le faisait pas et la vie nous a aidés en fait, mais on a eu mal. Ouais, c'est trop vrai, c'est trop vrai. Donc c'est arrivé à se dire, ok, là je sens qu'il y a un truc qui est plus juste, bah ok, go. Et du coup, ça reprend à... En fait, tu vois, c'est comme si on a des petits signaux à chaque fois. Tu prends une petite claque, mais c'est une petite caresse, tu vois, au début. Ouais. Et pst, change. Il y a un truc à mettre en place. T'entends pas, c'est... change. Et jusqu'à un moment, c'est wow. Et tu te fais jeter par terre et là tu fais ok, je vais changer, et là tu dis oh. Mais du coup c'est un peu plus violent quoi. C'est trop donc vrai. Je pense que quand on est à l'écoute et qu'on n'a pas peur du coup, parce qu'à chaque fois ce qui va nous empêcher de passer au niveau supérieur, c'est une peur que vont dire les autres, mais l'univers ou notre corps n'ayant pas de morale, c'est on continue, hein, puis on n'est pas fait pour rester avec les gens à vie s'ils ne sont plus dans nos valeurs et s'ils nous tirent vers le bas. Totalement vrai. Tu vois, genre c'est une cellule qui est dans le corps et qui fait pas son boulot, bah c'est important pour les autres cellules de pouvoir sortir et détruire cette cellule-là, entre guillemets, et avec la nouvelle énergie, recréer d'autres cellules. Ouais, c'est vrai. Donc c'est arrivé à faire le choix d'aimer les autres tels qu'ils sont et de se dire, bon, bah je continue mon chemin. Et moi, en fait, là-dessus, avec des amis que j'ai quittés, vraiment des très très bons copains d'enfance et tout, que j'ai quittés il y a 7 ans, enfin beaucoup moins vus il y a 7 ans. Bref, quand j'étais invité, j'y allais pas et j'ai déménagé et tout pour me changer d'épigénétique. Et c'est marrant parce que c'est des liens que j'ai moins eu pendant 4-5 ans avec eux. Et finalement, dedans, il y en a 2-3 qui petit à petit m'ont vu évoluer. Et j'ai pu les aider en mode Pierre, tu pourrais pas. Et là, hop, tu vois, le fait que j'ai accepté le fait de les perdre. Genre, je les aime tels qu'ils sont et je suis content d'avoir vécu ça avec eux. Et en même temps, j'ai ma vie, j'ai ma mission et je sens que je suis ici pour évoluer dans des domaines de vie qui sont importants pour moi. Je fais le choix et ça fait mal de moins les voir parce que je sais que c'est bon par rapport à mon évolution, ça va aller plus vite pour moi de moins les voir. Et bien, le fait que je lâche prise dessus, sur du long terme, sur du 4-5 ans plus tard, et bien, ils reviennent dans ma vie en fait. C'est incroyable. En étant prêt. Et là, tu fais ok, bon, bah finalement, j'ai bien fait de faire ces choix-là qui étaient difficiles. C'est difficile. Mais j'ai bien fait de les faire. Ouais, totalement. C'est hyper intéressant ce que tu partages parce que c'est vrai que on a du mal à lâcher prise, surtout avec nos proches. On a envie qu'ils changent, on a envie qu'ils soient comme nous. Enfin, en tout cas, on a envie qu'ils voient les mêmes choses que nous, ou qu'ils aient les mêmes prises de conscience. Et finalement, parfois, lâcher prise et accepter que chacun est sur son chemin et ça veut pas dire que t'aimes moins la personne ou qu'elle t'aime moins. Et mettre un peu de distance, ça peut être très très bénéfique. Ouais, tant que ça reste fait avec vraiment que les gens ressentent pas qu'il y a du jugement, et s'ils le ressentent, encore une fois, on fait de notre mieux, mais juste en fait je vous aime, mais j'ai besoin d'autre chose aujourd'hui. Ouais, exactement. Et c'est pas pour ça que t'es mieux ou moins bien qu'un autre ou que mes nouveaux amis, c'est juste que là aujourd'hui on a des priorités qui sont différentes. Exactement, c'est ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant à voir, c'est que sur du long terme, les choses, enfin, pour moi, dans ma vie, en tout cas, j'ai vu que sur le long terme, les choix que j'ai fait il y a 7 ans qui étaient difficiles, aujourd'hui, j'ai de la gratitude d'avoir fait parce que je vois que certaines personnes, une grande majorité des gens même reviennent dans ma vie et je peux les aider surtout. C'est ça qui est dingue. Ouais. Vu que j'ai pris mon leadership, j'ai appris plein de choses.
Et aujourd'hui, si j'ai un ami proche qui est dans le burn-out, je sais que je peux l'aider et le mettre avec quelqu'un de mon équipe. Si j'ai un autre ami qui a besoin de conseils entrepreneuriat, je peux l'aider directement parce qu'en plus, j'adore ça. Ouais. Tu vois, si je n'avais pas évolué pour rester dans le moule, je ne pourrais pas aider les gens qui font des burn-out dans mes proches. Je ne pourrais pas aider un ou deux amis à lancer leur boîte. Je ne pourrais pas parce que je ne saurais pas le faire. C'est hyper important ce que tu es en train de dire, je trouve, parce que c'est déculpabilisant du fait de partir de cet environnement dans lequel tu as évolué initialement et de reconnaître que c'est en partant parfois que tu vas pouvoir tendre la main à ces personnes-là beaucoup mieux et beaucoup plus que si tu étais resté. Et finalement, tu penses que tu te rends service qu'à toi, mais tu leur rends service aussi en partant. Parfois. C'est clair, ouais. En tout cas, sur le coup, on se rend service à soi, mais sur le long terme, c'est parce qu'on a évolué. Encore une fois, si on prend l'exemple de l'échelle, c'est qu'il y en a un qui veut monter, c'est parce que j'ai monté le bout de l'échelle que je peux tirer l'autre. Exactement. Et je vois surtout, c'est-à-dire que vu que tu as fait le chemin avant, toi, ce que tu as mis 5, 7, 8 ans, 10 ans à apprendre, là, tu peux le transmettre en 3 mois, tu vois. C'est ça qui est fou. Ça, c'est donc tu as fait gagner du temps à tout le monde. Mais vu que quand les gens n'acceptent pas le challenge et n'acceptent pas d'être mis en question, ça tend à... Les gens veulent naturellement garder les gens qu'ils aiment dans leur univers. Ouais, c'est ça. Tu vois, mais c'est toi, parce que tu changes d'univers, que tu vois autre chose, que tu peux leur dire « Hey les gars, psst, à côté, il y a ça aussi. » Ouais, c'est vrai. Et vous voulez pas voir, c'est pas grave, moi je continue. Et c'est un moment, les gens, ils te voient un peu plus loin en disant « Tiens, ça brille là-bas. » Exactement. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu leur dis « Venez, je ouvre la porte de mon univers. » Et là, tu fais découvrir des choses où on fait « Ok, je pensais pas que c'était possible. » C'est exactement ça. J'ai faim. Qu'est-ce que tu dirais au petit Pierre s'il était devant toi? À l'enfant que t'étais? S'il était devant moi, je lui dirais, si je reprends 10 ans, peut-être les années 10 ans collège et tout, où là ça commençait à être dur, où je comprenais pas le sens, je faisais des études qui me plaisaient pas, je pense que je dirais tout simplement crois en toi et crois en toi, fais ce que tu as envie. Genre quoi qu'il arrive, tu fais de mal à personne, tu vois, c'est parce que vu que je suis le petit garçon qui voulait tout le temps être au service des autres, je pense que c'est en mode crois en toi et fais ce que tu as envie, et tu verras plus tard quoi. Ouais, c'est un beau conseil. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que la version de toi de 80 ans te conseillerait aujourd'hui? Je me suis pas posé cette question-là. La version de toi vraiment, tu vois, sage, qui a vécu plein de choses, qui a un énorme recul sur ta vie à toi, sur ce que t'es. Qu'est-ce qu'elle te donnerait comme conseil? Merci, parce que du coup, je vais pouvoir l'appliquer dans un temps. Si je me connectais à la version de moi qui a 80 ans qui me regarde là, je pense que je dirais pose encore moins de questions, soit encore, tu vois, la version la plus sage, je dirais aux plus jeunes, sois plus fou, tu vois. Ah, intéressant, ouais, c'est intéressant. Ouais. Et la sagesse d'être plus fou, tu vois. J'aime bien ce conseil, ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est ça, tu vois, vas-y, et, teste des nouvelles choses, teste, on s'en fout, y a rien à perdre, quoi. Totalement. Mais c'est vrai que, tu vois, ça c'est un conseil dont moi-même j'ai aussi besoin, je pense. Je pense que plus on grandit et moins on s'autorise à tester plein de choses, on a envie de faire le moins d'erreurs possible, en fait. Ouais, et là, clairement, quand je repense, c'est vas-y, en fait, teste, je t'en fous. Qu'est-ce que t'as à faire? C'est un bon conseil, hein. Mais tu vois, je trouve que c'est super puissant de se poser cette question. Très bien ta question, parce que... Merci. Je fais souvent cet exercice, ça m'aide à savoir ce dont j'ai besoin, tu vois, dans le moment et que je vois pas forcément. Ok, trop bien. Franchement, Pierre, c'était un plaisir de faire ce podcast avec toi. C'était trop cool. Un plaisir partagé. Je pense qu'on pourrait parler vraiment pendant des heures. On peut te retrouver sur Instagram, Pierre David, l'Académie de la Haute Performance, sur YouTube aussi. YouTube. Partage beaucoup. Ok, trop bien. De toute façon, je vais mettre tous les liens. Ton livre aussi, je vais le mettre. Le séminaire, je vais tout mettre sous... Si tu veux venir au Tilt, il est très vite. Bon, il y a une liste d'attente après pour les prochains, mais il est très vite rempli. Donc, dépêchez-vous, les amis, parce que je vous promets que vous n'allez pas regretter. Vraiment. Faut juste être prêt à se transformer. Ouais, faut être prêt, faut le vouloir. Mais c'est trop bien. Merci beaucoup, Pierre. Avec plaisir, Mariam.